Hey, bienvenue à Inspiration. Cette semaine, Isaïe, on a un invité de Drummondville, un gars de chez nous. Ça va être super le fun de l'entendre. Il m'a envoyé un courriel pour me montrer un peu son CV de ce qu'il a fait depuis le début de son parcours sportif. Puis c'était assez impressionnant. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Fait Ouais, que vraiment. juste avant de commencer le podcast, euh, l'épisode numéro 10 s'en vient. Là, celui-là, c'est le numéro 9. Donc, le numéro 10, c'est le prochain, ça va sortir le 6 juillet. On va vous faire des petits teasers comme quoi on sort quelque chose de gros. Oui, la merch, comme qu'on porte encore aujourd'hui, euh, ça s'en vient comme ça s'en vient bientôt. Mhm. Ça va être très, très bientôt. Puis on a bien hâte on va partir une commande sur Facebook pour la première commande, puis après, ce sera sur une autre plateforme qu'on vous fera part au prochain épisode. Justement, c'est ça le gros, la grosse innovation. Ouais. On travaille vraiment fort, là, je pense, cette semaine. On n'a jamais autant travaillé sur le podcast Inspiration parce qu'on lance une toute nouvelle innovation à Inspiration. On a super hâte de vous le montrer pour vrai. Ça nous motive quasiment encore plus que le podcast. Ah, vraiment. Puis ça va être vraiment quelque chose de différent. On veut diversifier notre offre. Donc, ce sera un rendez-vous à l'épisode numéro 10, puis on vous l'expliquera encore plus en détail le lendemain de l'épisode numéro Je 10. pense que tu les as bien teasés. Je pense Ouais, qu'ils ont hâte, là. ouais. Sinon, aussi, le dernier épisode, on a parlé de notre auditeur de Clichy. Aussi, on ne veut pas oublier les autres. Si vous nous écoutez, on voit qu'on a beaucoup d'auditeurs en Ontario. Si vous nous écoutez, on serait vraiment curieux de savoir comment vous avez connu le podcast quand vous venez d'ailleurs que Drummondville ou les environs, que des amis et familles en commun de moi et Isaïe. On veut vraiment savoir comment vous avez découvert le podcast. Donc, écrivez-nous. Nous, ça nous fait plaisir d'interagir avec vous. Puis, ça nous fait faciliter à viser quel auditoire quand on s'est rendu là. Ouais. Juste avant de commencer, on rementionne notre commanditaire, le restaurant Le Canadien. Merci à Laurent Proulx d'être avec nous depuis vraiment les tout débuts du podcast. On remercie, on vous encourage à aller l'encourager au restaurant Le Canadien, au restaurant Le Vieux-Saint-Charles. D'ailleurs, les restaurants vont être ouverts quand l'épisode va être en ligne. Donc, allez les encourager. Je pense qu'ils sont dans un moment charnière avec l'économie qui a été sur pause. Je pense que ce serait un bon temps d'aller les encourager. Donc, Zay, on est prêt pour commencer? On est prêt. C'est tout Good. bien dit, ça. Donc, aujourd'hui, première fois qu'on va parler de ce sport au podcast Inspiration. Donc, j'y vais avec le petit CV de notre invité. Entraîneur, professionnel, directeur et directeur général, est-ce qu'il y a quelque chose que cet invité ne sait pas faire dans un club de golf? Pas vraiment. Chaque année, il suit des formations avec des instructeurs de renom comme les Cameron McCormick, James Sekman, Stan Utley, etc. Il a aussi été géo pendant 3 ans dans les clubs med pour parfaire son jeu. Finalement, il est professionnel de golf au club de golf Drummondville depuis 26 ans et est possiblement la personnalité la plus influente au niveau du golf à Drummondville. Claude Gamache, bienvenue à Inspiration. Bien, merci. Merci pour l'invitation, les gars. On est super content de t'avoir, Claude. Pour vrai, moi, je te côtoie beaucoup parce que je passe quelques heures de ma vie au club de golf. Donc, j'ai la chance de te voir la face assez souvent. Premièrement, on veut commencer avec ça. Comment que ça a commencé le sport dans ta vie? Tu nous as dit que le golf, ça avait commencé à 17 ans. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant? Parce que moi, avec le niveau de golf que tu as, j'étais convaincu que tu jouais depuis que tu savais marcher. Ben, en fait, c'est le hockey qui m'a emmené au golf, mais quand j'étais plus jeune, là, je vivais que pour le hockey. J'étais du hockey tout le temps non-stop. J'ai fait tout mon parcours, des niveaux mineurs, élite, trois lettres, et tout ça, là. Jusqu'à mon niveau junior, j'ai joué dans la Ligue du junior A du nord de l'Ontario. Et puis, mon golf a commencé au niveau midget 2A quand j'étais à Rouyn-Noranda. OK. J'ai commencé à jouer au golf à ce moment-là, quand j'avais 17 ans. Et j'ai pogné la piqûre assez solide pour que là, l'été, écoute, je me mettais là-dessus. Là. Je travaillais un petit peu, mais j'avais un horaire assez facile. Je travaillais dans un skatepark et puis le jour, j'allais au golf et puis je pratiquais des heures et des heures. Écoute, j'en mangeais. Et c'est encore aussi une aussi grande passion aujourd'hui.
Mais j'ai pogné ça, disons, assez vite. Quand tu es un bon sportif, je pense que je le vois parce que j'entraîne beaucoup de jeunes, puis je coach au hockey encore l'hiver maintenant aussi, là, tellement que j'aime le hockey, puis je joue, mais le golf, exactement, c'était la piqûre, puis les heures que j'ai passées de pratique intensément là-dessus, ça m'a emmené à un niveau compétitif assez rapidement. Là. Disons qu'après 2 ans, je pense qu'à la deuxième année, j'avais rejoint un 68 dans une soirée des hommes dans un club, au club de golf d'Alaire à Rwanda. Et puis mes amis m'en parlent encore, là, ils n'en revenaient pas. Puis même moi, j'avais été surpris, mais Oh, ouais. il n'y a peut-être pas l'ampleur de tout ça. Puis je me souviens, il y avait des paris mutuels. J'avais mis un 10 sur moi-même. Et comme j'avais été le seul à gager sur moi-même, je pense que j'avais gagné 250 Pour moi, à l'époque, c'était beaucoup d'argent dans une soirée. Fait que, disons, C'était le bon temps de jouer un 68. Oui, exactement. Je ne m'attendais pas à ça, mais disons que ça a été payant. Puis comment c'est de travailler, de passer tous les jours de ta vie, mettons, à être payé pour faire ta passion? C'est comment à décrire pour nos auditeurs? Ben, écoute, c'est sûr que, tu sais, pour moi, comme je dis, là, c'est pas un travail, c'est une passion. Fait que, j'aime ce que je fais. L'été, j'ai jamais eu besoin de calmer de ma vie pour me réveiller, pour aller travailler. Là, moi, 5h30, 6h, souvent, j'ai les yeux ouverts. Je suis parti, je pars pour le golf très tôt. J'aime voir mon monde, j'aime voir mes membres. Je lui souhaiter une belle journée. Je donne des cours. Je fais beaucoup de gestion pour le club. Je m'occupe du terrain. Je m'occupe des employés de préposés au départ, les préposés au bâton, les patrouilleurs, tout ça. Fait que, quand c'est pas un travail, c'est une passion. J'aime autant la game aujourd'hui que je l'aimais quand j'avais 17 ans. Si je pouvais, puis même ça me manque encore, ça me manque un peu là, de jouer, là, étant donné que quand tu deviens professionnel, souvent tu fais plus de gestion que tu joues. Donc, ça me manque de jouer. Si je pouvais jouer à tous les jours, je pense que je jouerais encore à tous les jours, tellement j'aime ça. Mais malheureusement, j'ai plus la chance de jouer autant. Tu peux-tu expliquer à nos auditeurs c'est quoi être professionnel dans un club de golf, mettons? Ben, oui, effectivement. Ben, écoute, être professionnel de golf, c'est s'occuper. Un bon professionnel de golf, pour moi, c'est quelqu'un qui s'occupe bien de ses membres. Il va s'occuper des besoins de ses membres, s'assurer que tout est en place pour que les gens, autant les membres que nos visiteurs, nos clients qui viennent, ils passent une belle journée. Que ce soit de l'accueil, le préposé au départ, les gens qui vont se présenter à la boutique, parce que je suis aussi propriétaire de la boutique sur place, une belle boutique de tout. Alors, les gens, quand ils vont dans chacun de nos secteurs, que ce soit la restauration, la boutique, peu importe sur le parcours, notre but premier, c'est qu'ils aient une belle journée puis que quand ils retournent à la maison, ils ont le coup de revenir nous voir. Comme professionnel de golf aussi, bien, c'est sûr qu'on adore. Ce que j'aime beaucoup, c'est enseigner. J'aime enseigner à tous les niveaux. J'aime enseigner aux jeunes. On a la chance à Drummondville d'avoir un programme junior extraordinaire. On a comme 60 membres juniors à notre club. Et aussi en connexion, on a le programme d'association de golf mineur qui est nouveau là, depuis à peu près 6-7 ans. On a 125 jeunes qui sont inscrits dans ce programme-là, de 6 ans jusqu'à 17 ans. Alors, c'est extraordinaire le développement qu'on fait. Puis, on n'a pas le choix. Moi, mon but aussi comme professionnel dans un club de golf, c'est de développer une clientèle future parce qu'on le sait, le golf, c'est pas facile. Les clubs ont beaucoup de difficultés à arriver parce que le problème, c'est que les prix n'ont pas augmenté depuis à peu près 20 ans. Et les frais d'exploitation, eux, ont quadruplé. Okay. Alors, les salaires ont augmenté, tout est plus cher, les produits pour entretenir le gazon, les employés, le ci, le ça. Alors, ça n'a pas suivi son cours. Alors, c'est pour ça que les clubs de golf, on a tous un petit peu en difficulté. Donc, il faut développer une clientèle, il faut aller chercher de l'argent nouveau. Puis ça, ben, c'est un peu notre rôle à nous, les professionnels. En tout cas, je peux te dire que c'est vendeur parce que pour un gars qui ne joue pas au golf, là, tu viens de me donner le goût de jouer au golf. C'est le but de ma job, puis je peux te dire que si tu viens, là, puis je te donne un cours, je vais t'accrocher, c'est certain. Parfait, ça. Je retiens. C'est quoi tu penses qui explique ta progression aussi rapide? Parce que c'est pas pour braguer, là, mais moi, je pensais que j'avais eu une progression rapide au golf. Mais là, quand j'ai vu comment que tu t'étais amélioré au fil des ans, je peux te dire j'ai pris mon trou.
Fait que j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui a fait que. Est-ce que c'est le hockey, justement, qui t'a aidé? Ouais, je veux savoir c'est quoi le secret? Ben, écoute, c'est sûr que, comme j'expliquais, tu sais, quand je donne des cours à des jeunes, je le vois tout de suite, ceux qui, tu sais, les petits joueurs de hockey, là, ils ont souvent un potentiel plus élevé que les autres. On appelle ça la fibre. Ils ont la fibre de gagnant, puis de la coordination main-œil, là, ils l'ont. Fait que c'est beaucoup plus rapide de se développer un candidat comme ça que quelqu'un qui a moins de coordination, puis qui n'a pas beaucoup fait de sport dans sa vie, tu sais. Alors, moi, j'ai été chanceux. Honnêtement, le hockey, c'était mon gros sport. J'ai fait beaucoup de sports connexes. Je suis allé au Jeux du Québec en saut en hauteur, en saut en longueur. Je faisais du 100 mètres, du 200 mètres. Regarde, j'étais quand même assez bon dans plusieurs sports. Je n'étais pas le meilleur, mais j'étais très bon dans plusieurs sports. Ça facilite le développement dans d'autres sports. Le golf, bien, c'est sûr que comme j'expliquais tantôt, j'ai tellement pogné la piqûre rapidement que moi, quand je fais quelque chose puis je me donne à aimer ça, j'ai mis les efforts en quadruple, tu comprends? J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps. Le soir, à Rwanda, j'étais tout seul sur le terrain. Je m'en allais au 100 verges, je dropais 100 balles à terre avec mon wedge, puis je pratiquais. Et je te dis que quand je sortais de là, j'étais sur la coche. Donc, c'est ça aussi. Les meilleurs au monde dans n'importe quel sport, puis surtout dans le golf, c'est du monde qui ils sont fous, là, dans le fond. Tiger Woods, il n'est pas le meilleur au monde pour rien. C'est un gars qui s'entraîne très fort, puis il est très dédié à son sport, puis il est très assidu dans sa pratique. C'est ça, puis la fibre d'avoir un petit peu de talent puis de coordination aussi. Tu sais, tu nous as mentionné que tu étais allé parfaire ton jeu dans les clubs med. Moi, personnellement, je pensais que les clubs med, c'était juste haut les mains, puis des pina coladas, puis ah ouais donc. Fait que là, Ouais. je veux savoir les clubs med, comment que ça t'a aidé? Ben, juste tu sais, des petites anecdotes ou comme les clubs med, comment c'était? Je suis vraiment curieux. Ben, écoute, les Clubs Med, ça a été pour moi une expérience extraordinaire dans le sens que moi, je m'étais dit, je pars 3 ans. Je fais ça 3 ans maximum parce que ça aussi, c'est un milieu où, quand tu démontres que tu as des habiletés, ils veulent te garder là puis ils veulent te monter vite. Là. Moi, j'étais comme responsable du secteur golf. J'ai développé, j'ai fait 5 Clubs Med, dont ma troisième saison, j'étais aux Îles-Turquoises. C'est là où j'ai vraiment développé mon plein potentiel parce que je suis arrivé là, j'ai mis en place une académie de golf. J'ai mis en place un setup avec des contacts entre le Club Med et le club de golf pour que les gens puissent venir jouer, pratiquer. Je donnais des cours tous les après-midi. Puis le matin, je jouais tous les matins avec des gens qui étaient en vacances. Ça m'a donné une chance de vraiment jouer beaucoup, pratiquer énormément. Et dans cette année-là complète, là, quand je suis arrivé, j'avais 4 d'handicap. Je suis parti après un an, puis j'avais plus 2 d'handicap. J'ai baissé de 6 d'handicap, puis passé de 4 à plus 2, c'est quand même un défi. Là. Ça veut dire Ouais, tu joues 76 de moyenne, mais là, tu joues 70 de moyenne tout le temps. Alors, les Clubs Med, ça a été une belle expérience. J'ai rencontré plein de monde aussi. J'aurais pu aller travailler à plein d'endroits dans le monde. J'ai eu des invitations. Mais mon but, c'était de revenir au Québec après ça, puis de passer mes cartes pour devenir professionnel. Puis je suis revenu à l'année 95, printemps 95, puis ma première tentative, j'ai réussi à passer mes cartes. On était comme 6 sur 60 joueurs qui ont réussi à passer ces cartes à ce printemps-là. C'est quoi les standards pour être professionnel? Parce que moi, je les sais, mais c'est pas tout Ouais. le monde qui les sait. Là. En fait, les standards, là, ils ont changé un petit peu. Tu as des tests de jeu obligatoires à réussir. Là. Les standards étaient plus élevés que ça dans le passé. Étant donné que maintenant, il y a comme une petite pénurie de professionnels adjoints. Ils ont baissé les standards un petit peu, mais quand même, nous, à l'époque, il fallait jouer sur 2 rondes un total de 152 et moins. Et je te dirais que c'était au printemps souvent ou à l'automne tard. Alors, on jouait dans des conditions souvent vraiment exécrables. Là. Moi, les 2 journées que j'ai passées là, la première journée, il mouillait tellement. C'était vraiment incroyable. On n'avait presque pas un pied carré pour placer notre balle dans le fairway sans avoir de l'eau. Et ensuite, quand tu réussis tes tests d'habilité au jeu, alors là, tu rentres dans un programme de la CPGA, qui est l'Association canadienne des professionnels de golf.
Et tu as de 3 ans à 7 ans pour faire ton parcours pour devenir professionnel en titre. Donc, là-dedans, ça te prend un deck en administration. Ça prend des cours de certification, d'ajustement de bâtons et de réparation de bâtons. Il y a plein de cours comme ça. Les règles du golf, il faut que tu les connaisses pas mal quand même au complet. Il y a plein de choses comme ça qui amènent à devenir le professionnel en titre après 3 à 7 ans. Moi, je l'ai fait mon parcours assez accéléré parce qu'à ma 3e année, on est venu me voir au club alors que j'étais adjoint. Ma 5e année, pardon, on était venu me voir pour me demander si j'étais intéressé à devenir professionnel du club. Puis là, il me restait juste mes cours d'administration par correspondance. Je les faisais par correspondance à l'époque. Et puis, quand je les ai dit oui, bien là, ils m'ont dit OK, parfait. Fait que là, ils m'ont donné mon premier contrat. Puis là, j'ai fini mes cours par correspondance. Puis, je suis devenu pro en 2000, avec la fin de mon parcours là, de la PGA. Puis c'est quoi tu réponds aux gens quand tu as quelqu'un qui te dit que le sport, c'est pas un golf? Le golf, c'est pas un sport. Ouais, le golf, c'est pas un sport. Oui, j'ai entendu ça souvent. Mais écoute, je lui dis, regarde, en partant, là, on marche environ 9 km quand on joue au golf. Ça, c'est quand même une bonne marche. Et physiquement, là, jouer une ronde pour amicale, c'est une chose. Faire de la compétition, je l'ai fait pendant 12 ans, de la compétition assez intensément. Là. Puis faire de la compétition de golf, il faut que tu sois en forme, que tu sois reposé physiquement, mentalement. C'est très, très drainant mentalement. Là. Les gars là, sur le PGA Tour, là, je sais de quoi ils traversent parce que je l'ai fait, mais pas aussi intensément que ça. Nous, on a une saison qui est très écoutée au Québec. On avait des compétitions échelonnées sur à peu près 4 mois. Mais à l'année longue, là, faire des compétitions à toutes les semaines, ça prend un régime de vie extrêmement serré et vraiment ordonné parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Alors, c'est un sport à 100 %, puis regarde, il n'y a rien de facile. Là, tu le sais, Anthony, tu joues comme moi assez souvent, puis tu es aussi passionné que moi, sinon plus. Et donc, c'est pas un sport facile, mais c'est un maudit beau sport. Puis c'est tout à fait un sport et non pas une balade dans la nature, comme on peut dire. Mm. Fait que Isaïe, t'es-tu convaincu pour venir frapper des balles pour la première fois? Je suis vraiment aveugle, là, pour vrai. On va Non, en mais avoir c'est. converti un. Quoi, j'ai pas entendu? On va en avoir au moins converti un, j'espère. Non, mais genre, Anto, tu sais, je parle souvent avec lui, professionnel, pro de golf, puis tu sais, moi, ça me dit, c'est pas un sport que j'ai joué comme il a dit, j'ai jamais frappé de balle, tu sais, ça avait l'air fou, mais jamais frappé de balle de golf de ma vie. Mini-pot, oui, mais pas golf. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant de savoir vraiment encore plus sur ce monde-là, puis non, vraiment, je t'avais... Parce que, tu sais, moi, j'ai été chanceux. Tu sais, mon père, Alain, il m'a amené jeune, je pense, j'avais 7-8 ans quand j'ai frappé mes premières balles. Puis c'est cette semaine que, quand j'ai dit à Isaïe, hey, on pourrait amener Claude Gamache au podcast. Puis là, c'est venu sur le fait de comme, t'es-tu déjà allé frapper des balles? Il m'a dit non. Puis pour moi, c'était inconcevable. Ouais, impensable. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment spécial. Si tu veux, on va passer à ton inspiration. Ça m'a vraiment surpris parce que moi, j'étais sûr que tu allais m'amener, genre... Au début, j'avais dit, ça va être soit Tiger Woods ou Jack Nicklaus. Là, mon père m'a dit, « Hey, Anto, je suis sûr que ça va être Phil Mickelson, vu que c'est un gaucher comme Claude. » Mais non, on était tous dans le champ. Fait que aujourd'hui, tu viens nous parler de Wayne Gretzky. La seule question qui me vient en ce moment, c'est pourquoi? Bien, Wayne Gretzky, là, c'était mon idole de jeunesse quand je joue. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai commencé sur le tard, le golf. Le hockey, ça a toujours été la plus grosse partie de ma vie jusqu'à l'âge de 20 ans, parce que j'ai fini mon junior. Puis je joue encore au hockey. Là, je joue 2-3 fois par semaine l'hiver. Puis je coach du midget 2A féminin. Fait que le hockey, j'adore ça. J'en mange. Mais Wayne Gretzky était une inspiration pour moi. Je trouvais tellement. Wayne Gretzky, c'est le Tiger Woods du hockey. Ouais, les records. D'avoir un gars qui a fait 212 points dans une saison, on ne verra plus jamais ça. J'en conviens que les temps ont changé. Là, les gardiens, dans le temps, il y avait des pattes larges de même, puis ça tenait de bout. Là. En plus, mais 212 points, c'était quand même extraordinaire. Et Wayne Gretzky, je l'ai rencontré à quelques reprises, puis c'était quelqu'un que je trouvais inspirant, une belle personnalité, un chic type. Tu demandais un autographe, il y avait plein de monde. Jamais qu'il disait non, toujours très disponible. Wayne Gretzky est aussi
grand fan de golf, un très passionné de golf, parce que son genre étant Dustin Johnson. Mhm. Moi, je l'ai rencontré 2 fois dans des tournois de golf, des pro-am. Il participait. Et puis, pour moi, c'était toujours une inspiration quand j'étais jeune. Je me voyais Wayne Gretzky. Je n'osais pas porter son numéro 99 parce que je trouvais qu'il fallait être effronté. Là. Ouais. Mais Wayne Gretzky a toujours été mon inspiration pour le hockey. C'était clair. Là. Puis sa game de golf est comment à Wayne Gretzky? Bien, sa game de golf, écoute, au début, c'était laborieux. Puis là, je te dirais que depuis quelques années, il s'est amélioré beaucoup. Je le vois souvent là, à TV là, dans des programmes. Puis il joue de mieux en mieux. C'est sûr que s'il écoute son genre, excuse, Ouais. ça devrait s'améliorer. Dustin Johnson, c'est pas un manchot, comme on dit. Non, Donc, vraiment pas. il devrait écouter en écoutant Dustin Johnson. Puis écoute, je pense qu'il est capable de se payer des cours aussi. Ouais. Non, c'est sûr que sa game s'est améliorée, mais j'aime bien. J'ai toujours aimé Wayne Gretzky. D'ailleurs, mes balles de golf que je fais faire à chaque année, parce que moi, je suis commandité par Titleist, mes Pro V1X, ils ont le numéro 99 Ah ouais. en rouge, et ça a toujours été comme ça. Fait que tous ceux qui sont membres au club de golf de Drummondville, vous savez que si vous trouvez une balle dans le bois, c'est ramenez-la à Claude. 99 en rouge avec Lefty écrit dessus, c'est mienne, ça. Tu peux-tu nous le décrire pour ceux qui ne l'ont pas connu? Parce que justement, c'était une question que je posais dernièrement vu qu'avec la pandémie, ils nous remontent des vieux matchs. Puis je regardais la finale de la Coupe Stanley du Canadien contre les Kings où que Wayne Gretzky en faisait partie. Puis je me posais la question, comment il jouait Wayne Gretzky? Est-ce que tu peux le comparer à un joueur que des petits jeunes comme moi puis Isaïe, aujourd'hui, on peut comprendre à quoi ça ressemble son jeu? Wayne Gretzky, écoute, Wayne Gretzky, c'était la vision là, que personne. Je pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont la vision que Wayne Gretzky avait. Okay. Sidney Crosby, peut-être, en parallèle. Là. Pour avoir vu jouer Sidney Crosby junior ici à Drummondville quand il jouait pour l'Océanique de Rimouski. Sidney Crosby, là, des fois, là, les gars qui jouaient avec lui sur sa ligne, là, ils faisaient des passes que les gars n'attendaient jamais. Et il aurait scoré, là, ses coéquipiers auraient scoré plus de buts s'il avait été alerte un peu parce que ce gars-là, il avait des yeux tout autour de la tête. Et Wayne Gretzky était pareil. Wayne Gretzky faisait des passes savantes et c'est le premier qui avait développé un peu, il appelait ça son bureau. Ce gars-là, il avait une intelligence supérieure aux autres. C'est qu'il faisait souvent là, la plupart de ses jeux dans l'arrière du but. Si on voit des vieux films de Wayne Gretzky, il arrivait, il s'en allait en arrière du but. Il arrêtait là. Il se servait du but comme un obstacle un peu. Là, les défenseurs, il fallait qu'ils se compromettent. Mais quand le défenseur se compromettait, il refilait la puck en avant. Puis là, le gars qui était en avant, il avait souvent un but ouvert. Il était vraiment génial pour ça. Puis c'est un gars qui rentrait dans la zone, il en prenait large. Il faisait des gros détours jusqu'à temps que le jeu se trouve assez pour faire la passe qui menait à des buts. Tu sais. Alors, Wayne Gretzky, là, c'est un gars qui avait une vision phénoménale que je n'ai pas vu bien d'autres joueurs qui sont capables qui ont cette vision-là, à part peut-être Sidney Crosby qui est dans le même style, mais peut-être un peu moins talentueux. Parce que tu parles de ses passes, que c'est une vision qui était assez exceptionnelle. On a fait des petites recherches par rapport à ses statistiques. Puis une des statistiques qui m'a le plus impressionné, c'est le fait que si tu enlèves tous ses buts dans la Ligue nationale, puis que tu gardes juste ses passes, il y a quand même le plus grand nombre de points parmi tous les joueurs de l'histoire, ce qui est assez impressionnant. Je nomme une coupe de... il possède 61 records de la LNH, 47 à lui seul, une moyenne de 1,92 points dans toute sa carrière. Il a réussi le 50 buts en 39 matchs, 8 trophées Hart consécutifs, qui est le MVP dans la Ligue nationale. 200 points, 4 saisons de 200 points, 92 buts en une année, comme tu as mentionné tantôt. Ça n'a aucun bon sens. Là. Je me rappelle en 2009, là, Alexander Ovechkin avait marqué comme 67 buts, là, puis ça n'avait aucun bon sens. On avait l'impression qu'il marquait à tous les matchs. Puis on se dit quand même qu'il en manquait 25. C'est ça. C'est incroyable. Quand tu regardes les statistiques, c'est là que tu peux voir comment que ce gars-là a dominé, puis comment c'était facile de l'idoler, là, parce que c'était une dominance totale quand il était là. C'était vraiment beau. Puis quand il était à Edmonton, il y avait tellement une équipe puissante, les Oilers. C'était une machine là, de hockey. C'était incroyable de les voir aller. C'était
phénoménal. Puis je ne sais pas si tu savais ça, que Wayne Gretzky avait marqué 378 buts à sa dernière année Pee-Wee. Celle-là, je ne la savais pas. Ouais, ça, c'est ma petite statistique que je suis fier d'amener au podcast. Ouais, j'ai vu ça. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à une statistique. Quand j'avais à peu près l'année de mes 9 ans, j'étais à Tôme. Puis une de mes tantes qui avait trouvé mes statistiques incroyables, elle m'a envoyé un article au Journal de Montréal, puis il l'avait affiché. J'avais, en 22 matchs, j'avais fait 66 buts, 11 passes. OK, 11 passes. Fait que tu donnais pas le puck, par exemple. Pas la rondelle. Ah ouais, on a l'impression, on se dit 61 buts, t'as dit? 66 buts, 11 passes. 66 buts. Puis lui, il y en a 378. C'était loin de ses statistiques. Mais c'était ça, nous, ce que j'ai vu, la statistique que j'ai vue, c'était en 78 parties. Mais ça me semble beaucoup là, pour une année. Puis oui, c'est peut-être un peu moins que ça, là, mais c'est ce que j'ai vu. Ça n'a aucun bon sens. C'est quoi ton meilleur souvenir de Wayne Gretzky? Mon meilleur souvenir, écoute, moi, son année, bonne anecdote, son année de 212 points. Mr. Big, il avait fait un concours, OK? La compagnie Mr. Big du chocolat. Ouais. Puis, il y avait dans les emballages de chocolat, tu rouvrais, puis il y avait le nombre de points que Wayne Gretzky possiblement ferait durant sa saison. Et Wayne Gretzky, cette année-là, tu vois, je me souviens parce que mon père avait un IGA. On avait une épicerie IGA quand j'étais jeune. Fait que je peux te dire que du chocolat, j'en ai mangé. Et je gardais toujours les emballages. Je me disais, tu sais, c'est peut-être moi qui vais gagner, tu sais. Et puis, écoute, je pense qu'il y avait, dans les emballages, aucun emballage avait 212 points, tu comprends? Jamais se rendre jusqu'à 212 points. Puis, Mr. Big a toujours été un grand commanditaire de Wayne Gretzky. Il était ambassadeur de la compagnie Mr. Big. Puis, écoute, c'était drôle parce que cette année-là, j'ai mangé du Mr. Big. Je voulais avoir la chose gagnante, mais finalement, je ne l'ai jamais eu. Mais c'était incroyable. C'était mon année record. Là, cette année-là, je vais m'en souvenir tout le temps. 212 points, ça ne revient pas encore. Ça n'a pas de bon sens. On utilise souvent la phrase « n'importe qui peut être échangé ». Wayne Gretzky a déjà été échangé. Est-ce que tu te rappelles du jour qui a été échangé? Comme si c'était hier. Comment tu as vécu ça? Hier. Écoute, je voyais quasiment autant que lui là, quand il a été échangé. Puis je me souviens encore, il était à la conférence de presse. Puis il avait son mouchoir, puis il n'a pas fini la conférence de presse. Parce qu'il broyait, il était tellement ému de partir. Il n'en croyait pas ses yeux, mais en même temps, c'était une question d'argent parce que le propriétaire des Oilers, Peter Pocklington, qui s'appelait, il a échangé Wayne Gretzky. Il y avait un autre joueur, il y avait Marty McSorley qui l'accompagnait. Puis en retour, il y avait eu Martin Gélina, il y avait eu Jimmy Carson, puis je ne me souviens plus c'était qui l'autre. Puis il y avait eu un montant d'argent incroyable dans la transaction. Mais Gretzky, il n'en revenait pas qu'il venait de se faire échanger. Puis la ville d'Edmonton, là, c'était la folie. Là. Tout le monde était détruit complètement. Tu venais d'échanger. C'était ta vedette, la plus grosse vedette que j'ai jamais eue dans le sport. Fait que, je m'en souviens très bien. Ouais, c'est vraiment fou, là. Je suis en train d'essayer de regarder. Ouais, c'est ça. Wayne Gretzky qui a été échangé avec Mike, et je ne vais pas prononcer son nom parce que je vois. Non, il est allé avec. Oui, c'est ça, il a été échangé avec Krushelnyski. Mike Krushelnyski, puis Mark McSorley. Oui, en échange de Jimmy Carson, Martin Gélina, des choix de première ronde en 1989, 1991 et 1993 et 15 millions. 15 millions qui étaient beaucoup plus. À l'époque, 15 millions, tu imagines, c'est comme si tu donnais 100 millions aujourd'hui. C'était fou. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, c'était tout un effort. En tout cas, c'est un peu incroyable. Finalement, Wayne Gretzky a été échangé 3 fois au cours de sa carrière. C'est ça qui est, c'est ça qui est assez unique. Ça, j'ai le goût d'aborder cet angle-là avec toi. On sait que certaines personnes, c'est ça qu'Isaïe disait avant le podcast, il y a des gens qui sont bons pour coacher et moins bons pour jouer, et le contraire, ou les deux, ou aucun des deux. Wayne Gretzky, on peut le mettre dans la catégorie de ceux qui sont bons pour jouer et un peu moins bons pour coacher. Est-ce que tu penses que son séjour comme coach avec les Coyotes de l'Arizona, ça a été son pire moment en carrière?
au niveau du hockey? Probablement, mais en même temps, puis moi, c'est drôle parce que moi, mais l'Arizona, je suis allé souvent. Puis les années qu'il coachait, j'allais voir les matchs durant l'hiver là, parce que j'allais tout le temps à peu près un mois et demi. Moi, mes enfants, ils vivent encore là, en Arizona. Puis l'époque où ce qui était là, comme coach, écoute, l'équipe, c'était pas une grosse équipe. Disons, les Coyotes de l'Arizona, c'était pas la meilleure équipe. Fait qu'on dira ce qu'on voudra. Un bon coach, il est quand même aussi, ça lui prend des bons éléments en avant de lui. On peut le voir à Montréal un peu. Là, on a Carey Price, on a Weber, puis Gallagher. Puis après ça, c'est un peu plus difficile. Mais donc, le coaching, c'est sûr que ça n'a pas été sa force. Là. Et lui, dans son cas, comme tu dis, ça a probablement été meilleur joueur qu'instructeur. Oui, parce que ça. Moi, j'avais entendu Georges Larac qui Oui. jouait pour les Coyotes de Phoenix dans le temps. Puis il disait que c'était difficile, là, que il faisait comme les tours des cercles, là, puis des genres de drill que tu fais quand tu es novice. Là. Fait que d'après moi, Wayne Gretzky, peut-être s'il pouvait enlever un chapitre de sa carrière, c'est peut-être celui-là. Oui, j'imagine que oui. Ça ne devait pas être le meilleur technicien. Non, j'imagine. Pour vrai, moi, je trouve ça vraiment impressionnant de parler de Wayne Gretzky. Comment, comment tu le comparerais, mettons, entre lui et Mario Lemieux pour ce qui est du plus grand de tous les temps? Il y en a-tu un que tu préfères? J'imagine que tu préfères Wayne Gretzky. Ben oui, mais c'est serré. Tu sais, Mario Lemieux, c'était tout un joueur aussi, mais c'était différent. Hein. Le mieux pour moi c'était la finition. Tu sais, c'était un méchant bon marqueur. Tu regardes son parcours, il y a plus de buts d'après moi que les passes des buts, là, il y en a pas mal, mais tu sais, c'est pas aussi impressionnant que Wayne Gretzky, le nombre de passes versus le nombre de buts. Mais Mario Lemieux, c'était un bon finisseur. Tu sais, il marquait des buts incroyables, mais c'était aussi un cheval, Mario Lemieux. C'était un gars grand, fort. Il a vu marquer des buts avec un gars sur le dos, puis il déjouait le gardien. Wayne Gretzky, c'était un petit joueur, plus en finesse, un bon patineur, bonne vision. T'sais. Mais c'est sûr que pour moi, Gretzky a été supérieur. Mais j'aurais été curieux de voir si Mario Lemieux avait une carrière complète sans blessure, là, sans son cancer qu'il a eu, puis le temps qu'il a perdu. Peut-être que les statistiques auraient été plus serrées, parce qu'il y a quand même des statistiques impressionnantes, là, année après année. Là, il était vraiment impressionnant. Puis il a joué, Mario Lemieux, il a joué avec des aussi bonnes équipes que Wayne Gretzky l'a fait. Les Pingouins étaient forts à une époque là, avec Jagr, puis Kevin Stevens, puis tout ça. Il y avait des méchantes bonnes équipes. Oui, parce que ce que j'ai vu, c'est que Wayne Gretzky a obtenu un record de plus après avoir pris sa retraite, parce que c'était le meilleur nombre de points par match. Parce que quand Mario Lemieux est revenu au jeu après sa maladie, sa moyenne de points par match a chuté. Ça a remis Wayne Gretzky au premier rang. Okay. On peut passer maintenant à nos petits segments habituels du podcast. Isaïe, tu veux-tu commencer? Oui, donc le premier segment qu'on a à chaque podcast, ça s'appelle le segment épais ou génie. Donc, c'est un segment qui nous permet de voir dans quelques mois, quelques années, si on est un épais ou un génie par notre réponse. Donc, notre question, on va commencer par une. Notre première question pour toi, c'est est-ce que Tiger Woods va dépasser le nombre de majeurs de Jack Nicklaus? Ouais, je dois dire épais ou génie? Mais toi, est-ce que tu penses que. C'est qui tu penses qui va finir? Okay, après, l'avenir nous dira si on est un épais ou un génie. Oui, c'est ça. Écoute, moi, je dis que oui. Oui? Tiger, Tiger a 43 ans. Il a encore du golf en lui. On l'a vu l'année passée. Là, il est reposé. Je pense qu'il va revenir en forme. Ça demeure. Là. Tiger Woods, là, regarde, c'est aussi bon que Wayne Gretzky. C'est un génie. Il n'y a pas grand monde qui font des shots comme lui capables de le faire. Mais mentalement, il n'y a pas grand athlètes qui sont aussi forts que lui. Alors, moi, je ne gagerais pas contre lui. Toi, Isaïe, qu'est-ce que tu en penses? Le grand connaisseur de golf. Ça serait un peu faussé. Non, j'aime mieux avoir l'air d'un épais et rien dire. Moi, personnellement, mais ça va tout dépendre de Tiger. Tu sais, la première année qu'il a joué depuis son retour, il a fait beaucoup de tournois. Il a été en j'ai juste le mot en anglais, une contention. Il a juste été proche de la tête pendant 2 majeurs sur 4. Puis là, l'année d'après, le premier majeur, le Masters, il gagne. Fait que ça faisait 3 de suite qu'il avait une chance de gagner.
à ce moment-là, j'y croyais. On dirait qu'après le Masters, il a vraiment pris ça plus relax, puis c'est comme s'il faisait que les WGC, les World Golf Championship et les majeurs. On dirait que j'ai de la misère à croire qu'en gardant un rythme comme ça, alors qu'il semble vouloir plus prioriser la conciliation travail-famille, je ne sais pas s'il va vraiment pouvoir l'atteindre. Mais je me dis, Colin, s'il y avait eu moins de blessures et de problèmes hors terrain, ce ne serait même pas une question aujourd'hui. Non. C'est sûr que ça ne serait pas une question, mais je te le dis, c'est un gars qui est mindé, un focus incroyable. Gage pas contre lui. Non, je gage ça, c'est sûr que je ne gagerai pas contre lui, mais si j'avais à dire une réponse aujourd'hui, je dirais que non. Mais je l'aime pas ma réponse parce que j'ai l'impression qu'elle va pouvoir venir me mettre du mauvais côté de cette question-là dans quelques années. On va y aller avec la deuxième, une autre question de ce genre-là. Tu es sûrement au courant que Alexander Ovechkin est en course pour battre le record de buts de Wayne Gretzky, qui est de 800 et plus. Il manque à peu près 4 saisons de 40 buts de moyenne environ pour Alexander Ovechkin à dépasser Wayne Gretzky. Est-ce que tu penses, qui tu penses qui va finir avec le plus grand nombre de buts dans leur carrière? Ben écoute, Ovechkin, là, lui aussi, c'est un gars qui me surprend beaucoup. À chaque année, on dit il va relâcher un petit peu, ça va diminuer un peu. Lui aussi, c'est un cheval dans mon livre à moi. C'est un pur sang. Il est dur à battre. Puis le gars, la manière qu'il se casse ses buts, là, il est toujours placé à la même place. Puis c'est un tir incroyable. Fait que lui aussi, je ne gagerai pas contre lui. J'ai l'impression qu'il va le battre. Il va battre le record de Gretzky. Fait que Gretzky tomberait à 60 records. Toi, Isaïe, qu'est-ce que tu en penses? On en parlait avant, ouais. quand on parlait du podcast puis tout. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait eu comme le lockout. Ouais, le lockout de 2004-2005, donc c'est 82 matchs. Il y a eu la demi-saison lockout. Donc ça, c'est 82 moins 48, là, fait que c'est à peu près c'est 34 matchs. Là, il y a le coronavirus en plus. Fait qu'une quinzaine de matchs. Donc, ça fait à peu près, tu sais, il disait ça, c'était à peu près 125 matchs qu'il avait ratés en tout, hors de son contrôle parce qu'il n'est jamais blessé. Donc, c'est ça. Certainement, avec ça, il dépasserait. Ouais. Mais moi, je pense que, tu sais, on disait qu'il était rendu à 34 ans. Je pense qu'il est capable de dépasser parce que même à 34, il est fort. Il est dominant encore. Son spot, là, il ne lâche pas. Oui. Ouais, moi aussi, je pense vraiment que c'est un record qui le motive. Je pense qu'il n'aime pas particulièrement l'ombre que Sidney Crosby lui fait tout au long de sa carrière. Depuis qu'il a gagné une Coupe Stanley, c'est moins pire, mais je pense que ça semble lui tenir à cœur d'atteindre ça. Je pense qu'il y a comme 9 saisons de suite de 9 saisons en carrière de 50 buts ou encore plus, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Moi, je pense que, tu sais, en plus, là, il est tout le temps. Tu sais, si tantôt tu parlais que Wayne Gretzky, son bureau, c'était en arrière du but. Ouais. Mais Wayne Gretzky, Alexander Ovechkin, son bureau, c'est toujours à la même place, c'est au haut des cercles. Puis en plus, tu sais, des fois, là, j'en ris avec mon père. Je me dis, coudonc, ils ont juste à mettre un joueur là, puis ça va régler. Mais pourtant, c'est les meilleurs coachs au monde, puis ça semble ne pas marcher. Fait que, moi, je pense que ça va se réaliser. On va passer à notre prochain segment, le segment actualité. La pandémie, tu l'as vécu vraiment du mauvais côté, Claude. Quel impact cette maudite pandémie-là aura sur l'industrie du golf? J'ai l'impression que ça va avoir un impact difficile. Ça va avoir un gros impact. J'ai l'impression qu'il y a bien des clubs de golf qui devraient fermer suite à ça. C'est sûr, regarde, je vais juste te donner un exemple. Nous, une grosse partie de nos revenus vient des tournois corporatifs, la restauration, des banquets, des mariages, des réceptions qu'on a. Et là, on n'a rien de ça. Fait que, tu sais, malin bonant, là, c'est quoi, 300-400 000 de pertes qu'on doit absorber. Mais il y a des clubs qui vivent juste de visiteurs de droit de jeu, qui n'ont pas beaucoup de membres, puis qui ont des tournois. Puis là, cette année, ils n'ont pas ça du tout. Ça va être très, très, très difficile là, de se relever de ça. Puis là, faut que parce qu'il arrive, c'est que si tu n'as pas les entrées d'argent, il faut que tu coupes à quelque part. Mais là, si tu coupes sur le personnel, puis là, souvent, ils vont couper sur la qualité de terrain. Mais là, quand tu commences à couper sur la qualité de terrain,
Le monde vient de moins parce que le terrain est moins beau, puis c'est un cercle vicieux. Tu sais. Là, après ça, tu t'en sors pas. Fait que c'est sûr que ça va avoir un très gros impact. Pas juste dans le monde du golf, on le voit là, sur l'économie, la restauration, les restaurants qui vont fermer parce qu'ils ne sont pas capables de suffire. Puis là, la restauration va réouvrir dans pas long, mais à 50 de capacité ou à peu près, il y a des restaurants qui sont mis de rester fermés. Fait que ça va être très difficile. Mm-hmm. Sinon, qu'est-ce que tu penses, à part ça, mettons, qu'est-ce que tu penses, c'est quoi les plus gros enjeux du golf dans les prochaines années? Ouais, les plus gros enjeux, c'est faut que le golf soit remis à la page au niveau des prix. Le golf peut pas, on n'est pas, c'est pas assez cher pour jouer au golf. Tu vas aller n'importe où au Canada, dans la région d'Ottawa, Toronto, ailleurs. On dirait que c'est juste au Québec qu'il y a ça. Les prix des droits de jeu ne sont pas assez élevés pour qu'on ait des terrains de qualité supérieure avec une qualité acceptable. Là, de plus en plus. Puis l'autre affaire, c'est que l'offre puis la demande, il y a trop de terrains de golf au Québec. Ouais, c'est ça. Dans les années 90, là, il y a eu une popularité, recrudescence au niveau popularité du golf. Et là, on a développé des terrains, on a construit des terrains. Mais là, finalement, aujourd'hui, avec ce qui se passe, il y a trop de terrains. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça s'en élimine un peu. Puis les autres vont bien s'en sortir par la suite. Mais c'est sûr que si tu as trop de terrains de golf et tu n'as pas assez de joueurs, tu ne peux pas survivre. Est-ce que tu penses que le coronavirus, c'était un peu le mal nécessaire que ça prenait pour que ça aille mieux par la suite? Ça va accélérer le processus disons, de certains clubs qui étaient sur le bord de fermer puis qui tiraient tout le temps un peu la sauce, comme on dit. On va rester ouvert, on va couper le budget de terrain, ici et ça. Mais ça va accélérer le processus, effectivement. Donc, il y en a qui vont fermer, puis je pense que ça va suivre son cours. Tu sais, les virus, là, un virus, c'est fait pour éliminer de la population, hein, autant dans la population animale que la population humaine. Donc, ça a un effet aussi sur l'économie, sur un paquet d'autres choses. Et on va se repartir après, j'imagine, parce que, regarde, on a toujours su se relever comme humain de tous les drames qu'on a pu vivre au fil des ans. Puis sinon, dernière question d'actualité. C'est un petit peu moins d'actualité, mais tu nous en as parlé dans ton petit courriel pour te présenter sur ton background. Tu disais que c'était gros, ici, le 6 mois par année qu'on a d'hiver faisait beaucoup mal. À quand tu penses qu'on va pouvoir voir un Québécois sur le PGA Tour? Mais ça s'en vient, honnêtement. On est de plus en plus près. La raison est simple. Depuis qu'on a mis des sports-études en place dans la plupart des écoles, les jeunes qui pratiquent leur sport à l'année, on a des instructeurs de de bien meilleure qualité. Nos instructeurs qui vont à l'extérieur se faire former aussi. Donc, ça c'est ce qui nous manquait. Là. Une meilleure structure, des plateformes pour que les jeunes pratiquent durant l'hiver et des instructeurs qualifiés. Puis, on a de plus en plus de jeunes. Là, on a vraiment une recrudescence au niveau des jeunes qui pratiquent le sport. Donc, on n'est pas loin. Présentement, tu as Hugo Bernard, tu as Étienne Papineau, tu as quelques bons joueurs dans l'Ouest canadien, là, Taylor Pendrich, Justin Detroy. C'est des gars qui vont être là dans pas long. Là, on le voit, ils commencent à faire des cuts sur le PGA Tour. Mais au Québec, là, il manque pas grand-chose. J'espère que Hugo Bernard, ces gars-là, Étienne Papineau, là, vont cogner à la porte très bientôt, mais ils sont proches. Ils sont à la bonne place. Ils sont au collège américain. Je le dis, là, depuis des années, quand je coach les jeunes, là, ceux qui ont du potentiel, là, j'en ai un là, comme Alexis Clément, qui est très, très, très bon. Là. C'est potentiel au-dessus de la norme. Et idéalement, pour son développement, il aurait fallu qu'il y ait à l'université américaine. T'sais. Quand tu es capable d'avoir un scholarship universitaire américaine, là, tu pratiques à l'année, puis les jeunes sont bien encadrés, mais ils font des compétitions partout, à travers les États-Unis, même à Hawaï, partout. Donc, c'est la plateforme pour te développer, pour avoir un niveau de jeu, pour suivre les gens du PGA Tour, parce que c'est des dieux, les gars. C'est une coche au-dessus. Puis, j'ai goût, c'était pas prévu dans nos segments, mais j'ai goût de re-rentrer notre petit segment de découverte. C'est quel jeune qui commence à faire ses preuves sur le PGA Tour que tu crois qui est vraiment la plus grande vedette de demain? Ça en vient. Un nom qu'il ne faudrait pas oublier, c'est Cameron Champ. OK.
Très, très bon joueur, un jeune. Frappe la balle, probablement le plus long frappeur sur le tour. Là, c'est du 330, 340 dans les airs. C'est assez long. Lui va gagner. Il a déjà gagné là, sa première saison sur PGA Tour. Il a gagné. Il a gagné un deuxième tournoi, mais lui, ça va être quelqu'un qu'on va entendre parler de plus en plus, là, qui va dominer parce qu'on ne se le cachera pas, si tu es sur le PGA Tour et tu frappes la balle 340, il ne reste plus grand-chose après pour rentrer au vert. Exact. Si tu as une popée short game, tu potes un peu, tu as des chances de réussite assez bonnes. Fait que Cameron Champ va être un des bons joueurs à surveiller sur le PGA Tour dans les prochaines années. Isaïe, tu veux-tu conclure avec notre dernier segment? Oui. Avec le segment questions controversées. Donc, on en a parlé un peu, on l'a effleuré tantôt. On veut savoir pour toi, qui est le GOAT? Qui est le meilleur joueur de tous les temps de la PGA Tour? Tiger ou Nicklaus? Tiger Woods. Sans aucun doute. Oui, Nicklaus, écoute, tu sais, c'est comme un peu, ça me fait penser au hockey des années 90 où Wayne Gretzky a dominé, puis les années qu'on vit aujourd'hui. Sur PGA Tour, dans les années où Nicklaus a dominé, le nombre de joueurs, il y en avait moins, OK? Et il y avait beaucoup moins de joueurs internationaux qui étaient sur le PGA Tour. Il y en avait, mais pas autant qu'aujourd'hui. Écoute, mais maintenant, là, le circuit européen est aussi fort que le circuit de la PGA Tour. Donc, ça vient de partout. Là, tu regardes, ça vient de l'Espagne, ça vient de l'Australie, ça vient de la Nouvelle-Zélande. On n'avait pas ça dans ce temps-là. Et Tiger a dominé pendant des années où ces joueurs-là venaient de partout, mais il a été au-dessus de la norme. Et puis Tiger a gagné dans, je pense, probablement tous les pays où il est allé jouer. C'est assez exceptionnel son parcours aussi là-dessus. Ses victoires internationales, mais pour moi, Tiger Woods est de loin en avant de Jack Nicklaus. Mm-hmm. Ouais, moi, je suis quand même pas mal de cet avis-là. Moi, c'est à chaque fois que j'écoute souvent des podcasts de golf, puis mettons, les joueurs vont toujours dire à quel point ils doivent être reconnaissants de Tiger Woods dans le sens de comment d'argent Tiger Woods a mis dans leur poche. Parce que Tiger Woods a tellement fait croître l'industrie du golf que maintenant, les bourses sont 10 fois ce qui était avant qu'ils mettent le pied sur un terrain. C'est fou, cette semaine, j'écoutais, puis moi, je suis Golf Channel, disons que je suis abonné pas mal à ça. Ouais, il disait que l'année passée, il y avait eu 112 millionnaires sur le PGA Tour. Okay. 112, puis pour garder ta carte sur le PGA Tour, il faut que tu finisses dans les 125 premiers. Ça veut dire que 112 millionnaires, écoute, dans le temps de Jack Nicklaus, là, il n'y en avait même pas un qui payait le million. C'est incroyable l'argent que Tiger Woods a amené sur le PGA Tour. Puis bravo, tu sais, c'est incroyable, les commanditaires qui participent. Tiger Woods, dont il doit beaucoup, puis il a fait beaucoup pour le sport, puis ça va toujours demeurer un idole, en anglais, comme il dirait, un icon. Oui, exactement. Mais sur cette belle comparaison, on va mettre un terme au podcast. Claude, merci, ça a été super intéressant. Pour vrai, moi, je pensais que je te connaissais depuis que j'étais jeune, mais là, maintenant, je suis capable de dire que je te connais encore plus. Ça a été super intéressant. Là, pour vrai, à un moment donné, je me suis vraiment dit que j'étais vraiment absorbé par ce que tu disais. Toi, Isaïe, tu es un petit peu moins familier au golf. Comment tu as trouvé ça? On va se revoir sur un terrain de golf bientôt, Claude. C'est promis. Excellent, je t'attends, mon frère. Non, c'était vraiment très intéressant pour vrai. Puis, c'est une personne qu'on gagne à connaître par le podcast. Fait que je suis sûr que nos éditeurs vont vraiment apprécier cet épisode-là. Merci, ça me fait plaisir, les gars. Good. Encore une fois, on vous encourage à venir nous suivre sur... Maintenant, on est sur Twitter. On le dit. À nous suivre sur Instagram, Facebook. On est sur toutes les plateformes. Ça, on le plug à chaque statut qu'on fait. Sinon, downloadez, mettez 5 étoiles sur iTunes. Nous, ça nous aide. Sinon, suivez vraiment ce qui s'en vient. Là. Pour vrai, là, on travaille tellement fort. Là, genre, ça va vraiment être pas pire comme innovation qu'on amène au podcast. Même pour ceux que peut-être des fois, ils ont moins le temps d'écouter le podcast, ça va être quelque chose qui va être encore plus accessible pour plus de gens. On amène d'autres acteurs dans Inspiration. On a une équipe maintenant de 8 personnes. Fait que là, je commence à teaser encore plus. Faites-le parce qu'Anthony est en train de chier sa session pour Inspiration. Fait que faites-le. Ouais, désolé, l'Université de Sherbrooke, Inspiration prend toute la place en ce moment. Good. Fait que ça finit comme ça. On rementionne le Canadien. Merci Laurent d'être avec nous depuis presque les tout débuts.
Sinon, Isaïe, encore merci à toi d'être là. On a bien du fun. Puis, on se dit à dans 2 semaines pour un prochain concept d'inspiration et pour maintenant l'épisode numéro 10. Merci, Claude. Merci les gars.